Bonjour. Donc d'abord, je tiens à remercier l'invitation pour ce colloque et tout simplement déjà les organisatrices pour ce colloque fort intéressant. On n'a pas pu être là hier, mais déjà je vois les propos qui ont été tenus, qui sont donc très ouverts et qui permettent justement de pouvoir travailler sur ce que nous n'avions pas fait. Nous sommes assez en retard par rapport au reste de l'archéologie internationale en matière d'éthique et déontologie. Et donc là, c'est bien. C'est le deuxième, si je ne me trompe pas, il y en avait eu un l'année dernière déjà avec un autre laboratoire. Et donc ça, je tenais vraiment à féliciter aussi sur l'ouverture que présente ce colloque. Désolé pour les traductrices parce que je vais être très rapide et également pour la vidéo, je vais passer beaucoup d'éléments parce que le propos est dense. Je précise également que l'objectif, ce n'est pas une critique de la communauté archéologique professionnelle, au contraire, c'est ce qui a été dit par nos confrères et notre consoeur précédemment, c'est au contraire dans l'idée vraiment d'améliorer et de faciliter les travaux en archéologie qui vont suivre. Donc mon intervention se présentera en quatre plans, en fait, avec le cadre déjà, quel est vraiment le sujet, les oppositions à l'archéologie non professionnelle, les apports de cette archéologie et le constat d'absence en fait qu'il nous amène à faire. Donc le cadre de l'intervention. Alors, ce n'est pas une histoire de la recherche archéologique française, je l'ai déjà fait en 2013, je n'y reviens pas. L'objectif, en fait, c'est d'attirer l'attention sur les difficultés persistantes et grandissantes des relations en fait, entre différents acteurs de la recherche archéologique française, que sont les archéologues professionnels, les archéologues bénévoles, les chercheurs amateurs et les citoyens. Pourquoi attirer l'attention dessus? L'idée, c'est de proposer en fait, des pistes d'amélioration, notamment avec pour enjeu de renforcer la protection des vestiges archéologiques, ce qui est quand même un élément qui nous tient à cœur au sein de la profession, évidemment, et de faciliter le dynamisme de la recherche archéologique en favorisant notamment l'innovation. Cette distinction que j'ai déjà commencé à faire, ce n'est pas uniquement une distinction de mon fait, puisque Jean-Paul Jacob, alors qu'il était directeur de l'INRAP, président de l'INRAP, l'avait déjà faite en son temps, ainsi que le CNRA, pour ceux qui ne connaissent pas, Conseil national de la recherche archéologique, dans son rapport de 2011, qui présentait bien effectivement professionnels et amateurs comme des acteurs de la recherche pour les distinguer en fait des pilleurs. Donc, qu'est-ce que j'entendrais par ces dénominations? Alors, pour archéologue professionnel, personne diplômée ou non qui est payée. Archéologue bénévole, une personne indépendante, donc qui n'est pas payée, mais qui est diplômée également, donc qui a des compétences pour intervenir. Un chercheur amateur, c'est une personne qui a une activité régulière, bénévole en archéologie, mais qui n'a pas forcément les compétences académiques. Et le citoyen, c'est une personne qui ne consacre pas un temps régulier en fait, à la recherche archéologique. Ce sont des personnes, en fait, par exemple, nous on a déjà eu le cas, que ce soit au sein d'Archéotopia ou des revues auprès desquelles, c'est une personne qui vous appelle et dit « voilà, je suis devant un site archéologique, qu'est-ce que je dois faire ?» Il fait une action citoyenne, ça se trouve c'est peut-être pas un site, mais en tout cas il participe en tant qu'acteur. Alors ce cas-ci, je n'y reviendrai pas dans le reste, puisqu'il mériterait une communication à lui seul par rapport à la spécificité du cas qu'il représente. Hop. Donc quels enjeux par rapport à ces différents acteurs? Eh bien, on le voit, que ce soit les non-professionnels comme les professionnels, donc les bénévoles, les amateurs, les citoyens, ils constituent en fait un rempart face aux chasseurs de trésors ou aux pilleurs, un rempart complémentaire. Parce que si l'archéologue, quand il vient travailler, il fait en sorte effectivement de pouvoir tout documenter, il ne pourra pas forcément toujours partir avec l'ensemble des éléments et faire terminer son travail. Et donc il y a une menace aussi de pillage par la suite, ou même avant même qu'il intervienne. Or, les populations locales, donc, notamment les citoyens, sont là de façon constante. Donc les archéologues bénévoles, de toute façon il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir financer tout le monde, donc c'est aussi un support très important. Donc quelles sont les oppositions qui sont faites à l'archéologie non professionnelle? Donc là je m'arrêterai, quand je parle d'archéologie non professionnelle dans la suite, sur les archéologues bénévoles et les chercheurs amateurs. Première opposition, ils sont isolés, les non professionnels sont isolés. Aujourd'hui l'archéologie c'est un travail d'équipe. Donc ça, c'est la première opposition qui est faite. Alors l'histoire, c'est que si effectivement un chantier de fouille nécessite une équipe, l'archéologie, ce n'est pas la fouille. Avec le laboratoire d'archéologie moderne et contemporaine, il y a eu un développement de la théorie en archéologie, à savoir que l'archéologie, c'est la discipline qui étudie les objets fabriqués par l'être humain. Le fait qu'il y ait des ossements humains ou d'autres éléments, c'est simplement le fait que sur une fouille, vous allez avoir un ensemble de disciplines scientifiques qui vont intervenir, mais ce n'est pas le propre de l'archéologie. C'est un peu comme si vous disiez qu'un paléontologue, c'est un archéologue parce qu'il fait des fouilles. Donc c'est aussi la recherche en bibliothèque, la documentation d'informations, l'expérimentation d'hypothèses, et pour tout ce genre de travail, on va en voir des cas, vous pouvez très bien travailler seul en fait, dessus. De plus, isolé, c'est le cas effectivement de certains de ces bénévoles et de ces amateurs, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, qui sont regroupés en associations sous des formes différentes, ces savantes, associations, etc. Donc ils peuvent être en groupe.
L'opposition autre qui leur est faite, c'est sans ressources. Pas de ressources humaines, pas de ressources matérielles ou financières. Alors, je viens de vous dire qu'ils pouvaient être en association, donc de fait, ils peuvent avoir ces ressources. Évidemment, dans le cas d'une personne isolée, elle va travailler avec ses propres deniers, elle va travailler avec son propre matériel. Donc, pour ce qui est des ressources financières, d'ailleurs, une chose qui est intéressante de souligner, c'est que si vous avez évidemment les associations qui font appel, alors ici c'est une capture d'écran d'un appel à financement pour travailler, ils ne sont pas les seuls à faire appel à ce genre de choses, puisque l'INRAP avait fait appel également au financement participatif et inversement, les demandes de subventions, que ce soit auprès des collectivités territoriales ou auprès de l'État, sont également faites par des associations ou des bénévoles. Donc en fait, ces questions d'opposition sur le sans ressources, on les a également au sein des laboratoires de recherche, surtout quand on a des petits laboratoires, je connais le problème. Donc la question de la qualification. Ces non-professionnels ne sont pas qualifiés. Alors si c'est vrai pour les chercheurs amateurs, c'est faux pour les archéologues bénévoles, qui ont très bien pu en fait faire un parcours avec jusqu'à un doctorat, voire même travailler comme professionnel, et puis se réorienter par la suite, mais tout en conservant un intérêt et des interventions. Chez les amateurs, il faut vraiment souligner que c'est effectivement un vrai souci, notamment avec l'absence de publication. J'ai rencontré le cas avec Philippe Bonamberger, dont je vous parlerai par la suite, qui est un chercheur amateur, qui a fait un excellent travail sur les manuscrits médiévaux. Il a renouvelé complètement la compréhension qu'on pouvait avoir en fait de ces documents concernant les supports d'écriture et les outils et la fabrication des produits, encre, etc. Mais il n'a rien publié, si ce n'est en fait un article de vulgarisation que j'ai moi-même écrit pour lui en fait, afin qu'il y ait au moins une trace. Donc ça, c'est un véritable fléau. Cette absence de publication que malheureusement nous rencontrons aussi chez les professionnels parfois. En revanche, évidemment, un chercheur amateur intervenant sur le terrain ou sur une recherche, c'est un problème aussi parce que s'il n'est pas encadré, il peut y avoir des destructions qui sont préjudiciables à la rigueur scientifique. Donc c'est clair que ce cas-là n'est pas, il ne s'agit pas de les faire vaquer comme ça tout seul dans la nature. Donc, les conséquences de ces oppositions, c'est souvent un mépris ou, plus grave, une non-délivrance des autorisations de fouilles, une suppression de l'agrément. Alors, il y a eu le cas notamment à Carcassonne en 2010, où une association, l'Amicale laïque, a vu son agrément pour les opérations de fouilles préventives supprimé, alors qu'elle était détenteur depuis 2005 de cette autorisation. En 2010, pof, suppression. Ça a été évidemment très mal vécu par l'Amicale laïque, qui compte en fait des professionnels à l'intérieur, donc des archéologues professionnels, puisqu'ils sont salariés, ils sont diplômés, ils sont qualifiés. Ce qui fait que son président, Eric Sinatora, dont je vous redonne les propos ici, effectivement l'ont mal vécu parce qu'ils étaient qualifiés de recommandés locaux, alors qu'en fait, la suppression de l'agrément entraînait la suppression de postes, la suppression en fait de salariés, d'archéologues professionnels. Donc c'est là où on voit qu'il ne faut pas juger uniquement sur l'apparence. Donc quels sont les apports de ces non-professionnels ? Vous faire un recensement est impossible puisque à l'heure actuelle, on n'a pas eu de gens, enfin moi je ne connais pas qui travaillaient dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les bilans des CIRA rendent compte effectivement de l'activité des bénévoles et des amateurs, mais les bilans étant différents, on n'a pas en fait de chiffres précis. Seul l'annuaire du CTHS montre qu'il y a 538 sociétés savantes qui travaillent dessus, donc les intervenants ne se limitent pas à une poignée, d'où l'importance de travailler sur le sujet, puisqu'il y a vraiment un intérêt pour la recherche archéologique, pas que par des professionnels, mais également par des non-professionnels. Dans ce qui va suivre, je vais vous présenter en fait chacun des cas avec cet organigramme, on va dire. I pour isoler, E pour équipe. Donc je reprends les oppositions, SR sans ressources, R avec des ressources, SQA pour sans qualification académique et QA pour qualification académique. J'ai commencé avec le cas de Jean-Claude Bessac, parce que tout simplement j'ai travaillé sur son parcours et également qui m'a donné l'autorisation de pouvoir présenter son parcours en particulier. Donc c'est à l'origine un maître artisan tailleur de pierre spécialisé sur les monuments historiques. Donc il est isolé, il est sans ressources et il est sans qualification académique. Vous le voyez d'ailleurs ici en travaillant en tant qu'artisan, si ce n'est qu'il a également commencé comme chercheur amateur, puis archéologue bénévole, c'est-à-dire qu'il a été soutenu par les scientifiques qui étaient autour de lui pour finir en fait comme archéologue professionnel, ingénieur de recherche hors classe au CNRS et HDR. Donc on le voit, là on est passé de quelqu'un qui n'était pas qualifié à quelqu'un qui travaille en équipe avec des ressources et qui a une qualification académique. Alors évidemment, tous les non-professionnels n'ont pas le parcours de Jean-Claude Bessac. Notre confrère Jean-Pierre Houdin va vous présenter tout à l'heure son parcours, sachant qu'effectivement il était isolé, sans ressources et sans qualification académique au départ. Christopher Kilgore, lui, avait travaillé à renouveler la compréhension qu'on avait des bâtons percés, ce qui lui a valu une publication, mais c'est pareil, isolé, sans ressources, mais lui en revanche avec un diplôme en ethnologie.
Philippe Bonon-Berger, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous avez 3 cas. En fait, l'intérêt de vous présenter ces 3 cas, c'était l'intérêt de vous présenter des travaux qui ont vraiment renouvelé la compréhension qu'on avait autant au sein des professionnels que des non-professionnels. Mais il n'y a pas que la découverte, il y a également la création de lieux. Là, vous avez un exemple avec une association qui a amené en fait le pôle Arkea, qui est un pôle archéologique très important avec un musée, un site. Donc je vais avancer très vite, très vite. D'autres contributions à la recherche, ce sont les travaux que vous avez ici de personnes qui sont enseignantes, éditeurs ou spécialistes. L'aide à la prospection également, donc là c'est encadré par des professionnels, mais il se base sur un réseau d'amateurs, qui n'est pas uniquement en Bretagne, vous l'avez également au massif de Fontainebleau, également sur des périodes plus récentes, donc c'est pour vous montrer en fait la richesse des apports des non-professionnels, également des interventions dans les laboratoires, que ce soit sur l'inventaire des collections comme au Musée de l'Homme, ou des scans d'archives en fait avec le projet Wikisource. Également l'aide à la publication, souvent on se dit ils ne peuvent pas aider, bah si, vous avez Christian Angibou-Esnault qui a aidé des scientifiques du Musée de l'Homme et Jean-Claude Bessac justement à finaliser leur publication. Alors l'apport des non-professionnels, il faut bien voir que l'archéologie est une science, enfin, c'est une discipline scientifique qui donc relève de la science, c'est donc pas une religion. Donc elle est adogmatique. De ce point de vue-là, ce n'est pas à sa position sociale ou à son diplôme qu'un archéologue se reconnaît, mais à la qualité de ses travaux. Partant de là, quels sont en fait les constats d'absence? Le souci, c'est que le cas par exemple de Carcassonne de 2010, c'était reconnaître une qualification. Or, les contraintes administratives sont en augmentation et le scientifique, il n'a pas le temps de pouvoir passer beaucoup de temps. Donc il va se baser sur le diplôme parce que c'est plus facile. L'ennui, c'est que ça pose un problème. Donc, en solution de cette absence de reconnaissance, on a l'expérience de terrain aujourd'hui avec la VAE, la validation des acquis par l'expérience, qui est reconnue au niveau national. Sauf que comment faire pour arriver à reconnaître en fait une validation qui serait passée par le terrain sans passer par l'université? Vous avez tout simplement le passeport bénévole, qui est un an soutenu par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, donc qui consisterait, d'ailleurs comme pour des étudiants finalement, on va le voir par la suite, à rendre compte de l'activité de la personne par des gens qui sont patentés. Vous avez au niveau international la possibilité d'utiliser l'Open Badge, qui est le même principe en fait que le passeport bénévole, mais qui, lui, en revanche, est à l'international. Donc avec le principe d'un passeport que quand vous êtes sur un chantier de fouille ou quand vous êtes en recherche ou quand la personne a fait une publication, qu'elle puisse en fait faire valider finalement le travail qu'elle a fait pour qu'on puisse arriver à assurer sa reconnaissance s'il y a besoin pour l'administration d'arriver à aller aussi vite dans ses travaux. Un autre constat d'absence, c'est qu'il n'y a pas de document d'autorégulation. Vous avez le code de la recherche, mais les références à l'éthique renvoient en fait aux questions biologiques. Pour l'archéologie, on renvoie au code du patrimoine. Mais dans le code du patrimoine, on n'a pas de questions relatives ni à une éthique, ni à de bonnes pratiques. Donc, résultat, on n'a rien à l'heure actuelle comme document en France. Donc, partant de ce constat-là, on avait commencé à rédiger un code propre à l'archéologie avec le projet Archétique lancé en 2011 à l'European Association of Archaeologists par Archéotopia. Et au départ, on s'était orienté en fait sur l'éthique, effectivement, mais on s'est très rapidement réorienté sur un code de bonnes pratiques. Parce que c'est à partir en fait d'un code déontologique qu'on arrivera à faire émerger des questions d'éthique. Pour l'instant, on n'est déjà pas en mesure de pouvoir assurer vraiment une reconnaissance en fait finalement des différentes compétences, des différents moyens de reconnaître ou non des choses qui se passent bien. Donc le souci, c'est que ce genre de code, il est très long. Donc c'est impossible d'arriver, quand on a travaillé sur le projet Archétique, on s'est rendu compte qu'en fait, vous avez vu tout à l'heure le SAA, le WAC, qui a fait effectivement des codes d'éthique, mais dès qu'on est sur le code de déontologie, on va avoir un document très long, donc ils ne sont pas lus, et ils ne sont pas connus au sein des formations universitaires. Donc on s'est dit, bon, il faut introduire un document plus léger, dès le master, qui assure une prise de conscience des droits et des devoirs d'un archéologue, et donc de ses relations. Et c'est là, en fait, avec l'idée d'un serment de l'archéologue, un peu un serment à l'Hippocrate, en fait, un serment d'Hippocrate, comme pour les médecins. Et ça, pour qu'il y ait une prise de conscience, un document sur une page, voilà, ça c'est quelque chose qu'on trouverait intéressant à faire. Donc en conclusion, le fait, en fait, d'opposer le fait qu'un non-professionnel soit isolé, sans ressources ou sans qualification, on vient voir, ce sont des oppositions qui sont inopérantes. En tout cas, inopérantes si on souhaite continuer à dynamiser la recherche archéologique avec des innovations, notamment sur des pistes de recherche, et même aussi pouvoir bénéficier, en fait, en tant que professionnel, de l'apport de ces non-professionnels. Par la suite, l'importance des acteurs non-professionnels, une des solutions, c'est d'utiliser les outils qui existent pour arriver à les reconnaître. Alors, ça fait potentiellement de l'administration en plus, mais peut-être que justement, on peut trouver des moyens d'arriver à faciliter cette administration.
L'absence de documents d'autorégulation est un vrai problème, et donc un vrai problème parce qu'aussi, même les documents d'autorégulation qui existent au niveau international sont faits généralement par la profession elle-même, avec donc l'absence de juristes. Pour vous donner un cas très concret, le Code de la recherche, quand j'ai participé à la normalisation des activités de management de la FNOR, eh bien, c'est parce qu'Archéotopia a apporté un juriste qu'on a pu savoir qu'il y avait un Code de la recherche. Parce que moi, personnellement, en master, en doctorat ou dans le reste, j'en ai jamais entendu parler. Donc c'est en travaillant là-dessus que j'ai pu en entendre parler. Bon, ce qui était fou parce qu'il y avait quand même d'autres chercheurs qui étaient présents et qui eux-mêmes n'en avaient jamais entendu parler. Donc un code de bonne pratique, avant que d'autres personnes ne le fassent à notre place, autant le faire nous et donc en complément un serment de l'archéologue. Pourquoi ? Pour reconnaître la qualité du travail et non le seul diplôme ou la position sociale, pour renforcer également la confiance entre les acteurs, faciliter l'identification des destructeurs, donc renforcer aussi la protection en fait, du patrimoine, faciliter évidemment les études sur la pratique métier. Alors ça serait aussi un moyen, on l'a vu avec notre confrère, notre consoeur précédent, en fait, de pouvoir mettre en évidence des compétences qu'on ne voit pas forcément, et donc quand on est à l'université, en fait, qui sont absentes. Et le fait de travailler sur cette remise en cause, en fait, nous permettrait de développer une meilleure compréhension de notre pratique métier. Donc, de fait, éviter les dérives, gagner en visibilité aussi auprès du public, ça a déjà été dit, et donc je renforce cet élément, et des autorités avec une nouvelle reconnaissance. En faisant ça, faciliter l'obtention des crédits également, parce qu'on verrait le rôle social. Évidemment, il y a cette question qui est en jeu, et donc on comprendrait mieux pour quelles raisons il est important de financer la recherche archéologique. Et enfin, faciliter l'innovation vers de nouvelles pistes de recherche. Je vous remercie. Oui. Non, c'est en fait là-haut. Oui, bonjour. Merci. Jean-Olivier vous a parlé des bénévoles. Je suis l'exemple type du bénévole. Et je suis plus habitué à parler des pyramides qu'à parler de moi-même. Donc, le plus simple pour moi et pour que vous soyez tranquillement dans les temps, je vais lire mon témoignage et je vais vous présenter mon intervention en 4 temps. Alors, ma formation, ainsi qu'une courte biographie qui explique comment je suis arrivé en archéologie, les raisons qui m'ont motivé à faire de la recherche archéologique en tant que bénévole, les apports de mes recherches à la communauté scientifique internationale et mon sentiment. Ma formation et biographie, quel est mon parcours ? Enfant, j'accompagnais parfois mon père, qui était ingénieur des arts et métiers, sur les chantiers qu'il dirigeait. Je me suis intéressé très tôt à l'ingénierie et à l'architecture. Les années passant, j'ai choisi l'architecture comme futur métier, entrant aux Beaux-Arts de Paris en 1970. Pour mon diplôme d'architecte que j'ai obtenu en 1976, j'avais, suite à la crise pétrolière de 1973, choisi de faire un projet de maison solaire totalement autonome. Un sujet pluridisciplinaire puisque le professeur Jacques Polonowski de la faculté de médecine de Paris faisait partie du jury, mon projet comportant une étude sur la relation entre l'environnement et l'être humain. Architecte des PLG, j'ai ensuite exercé pendant une vingtaine d'années en profession libérale, mettant en œuvre mes compétences tant au niveau de la conception que de la construction, travaillant principalement en France sur des projets d'immeubles de logement, de bureaux, des résidences privées, ainsi que des rénovations dans le Marais de Paris. Pendant ces mêmes années, grand voyageur, j'ai parcouru le monde et pu explorer l'architecture d'ailleurs. J'ai ainsi beaucoup voyagé en Asie, en Afrique noire, en Amérique du Sud et du Nord et dans une grande partie de l'Europe. Fin 1996, écoutant le conseil avisé de ma femme, j'ai décidé d'arrêter mon activité et de partir avec elle à New York à la recherche d'une idée qui nous permettrait de vivre une vie différente. Là-bas, je me forme aux nouvelles technologies, en particulier à la conception 3D et à l'Internet. Finalement, c'est le 2 janvier 1999 que mon père Henri Houdin va me fournir cette idée. Regardant à la télévision un documentaire consacré à la construction de la pyramide de Khéops, il a ce déclic. Si j'avais à construire une pyramide, je la construirais de l'intérieur. Il me demande alors de lui modéliser la pyramide en 3D. C'est le début d'une très longue collaboration. Cherchant à collecter le plus d'informations possible, nous rencontrons dans le courant de l'année 2000 des membres d'une équipe ayant effectué une mission de microgravimétrie sur la pyramide de Khéops en 1986.
Curieusement, les résultats montrèrent une anomalie dans la construction que les chercheurs ne purent expliquer, celle-ci étant alors rangée dans un tiroir. Il s'avère que cette anomalie correspond parfaitement à l'allure d'une rampe en spirale construite à l'intérieur de la pyramide. Je me transforme alors en archéologue, rassemblant le maximum de documentation possible sur le sujet afin de travailler sur les meilleures bases possibles. Avec mon père, nous constituons par ailleurs un réseau de professionnels et d'amateurs travaillant sur des domaines variés afin d'approfondir nos connaissances de la Grande Pyramide. En 2004, je fais une communication officielle suivie d'une conférence au 9e congrès des égyptologues qui a lieu à Grenoble. En 2005, je suis accueilli dans le programme de mécénat technique Passion for Innovation de Dassault Systèmes, éditeur de logiciels 3D, avec l'appui d'une équipe pluridisciplinaire d'une quinzaine de personnes, ingénieurs, créatifs, développeurs. La théorie est virtuellement validée. Les résultats de cette première aventure sont révélés au public à la Géode le 30 mars 2007. Cette validation sera complétée en 2008 grâce à l'appui de l'égyptologue Bob Breyer, qui aura l'autorisation de monter sur la pyramide et ressuscitera une pièce oubliée par l'égyptologie sous l'arête nord-est de la pyramide. En 2010, je reçois la médaille d'argent de l'archéologie de l'Académie d'architecture. L'aventure se poursuit le 27 janvier 2011. Toujours à la Géode, je présente une mise à jour de mes travaux incorporant l'hypothèse d'un second circuit funéraire reliant l'entrée d'origine à la chambre du roi que j'appelle circuit noble. Aujourd'hui, architecte honoraire, je travaille toujours sur le sujet. Pourquoi devenir archéologue bénévole ? Comme je l'ai mentionné, j'ai arrêté mon activité d'architecte parce que je souhaitais vivre une autre vie après 20 ans d'exercice. Cela aurait pu être dans un tout autre domaine que l'archéologie. Si j'ai choisi l'archéologie, c'est suite à l'idée innovante de mon père. Celle-ci m'a fait réaliser que la pyramide de Khéops était un projet d'architecte, un projet d'ingénieur. Étant architecte, je voulais comprendre ce monument, conçu par mes confrères égyptiens, un sujet qui est généralement passé sous silence en égyptologie, du fait de la prédominance des textes et de l'art. Je me suis lancé dans l'aventure et malgré l'hostilité, les railleries et la mauvaise foi évidente d'une partie de la communauté égyptologique, archéo-éthique ou étue, j'ai décidé de mener mon travail comme je l'entendais. J'ai donc poursuivi mes travaux comme archéologue bénévole, les finançant personnellement pendant de très nombreuses années. Alors, les apports de mes recherches. Quels ont été les apports de mon travail pour la communauté scientifique internationale? Ils sont de plusieurs natures. Scientifiques. Si mes apports ont principalement porté sur l'archéologie égyptienne, ils ont également eu un impact sur les recherches philologiques, sur la méthodologie et l'épistémologie, de la recherche archéologique. Ils ont même eu des répercussions en physique. En archéologie, grâce à une approche différente, en dehors de la pensée unique, j'ai pu envisager une nouvelle hypothèse de construction de la pyramide de Khéops qui a amené à considérer l'ensemble de la chaîne opératoire, ce qu'on appelle, nous, le chantier. C'est ainsi que j'ai apporté des réponses aux questions liées à la construction, dont la plausibilité est soutenue par une conjonction de découvertes et des faisceaux d'indices. Construction intégralement réalisée par l'intérieur au moyen de différents processus, rampe extérieure, rampe intérieure, système de contrepoids. La raison d'être de la Grande Galerie, qui servait de glissière pour un contrepoids, la compréhension des craquements des poutres au-dessus de la chambre du roi grâce à des simulations effectuées avec Dassault Systèmes, la circulation de blocs et d'ouvriers dans la rampe intérieure sans atteinte à la réalisation des façades définitives, la façon dont les concepteurs concevaient leurs projets et transmettaient les instructions de construction aux ouvriers, à savoir à partir de grilles appliquées sur un plan horizontal et un plan vertical, principe bien connu des architectes. En archéologie, toujours, la mission Scan Pyramide, dont mes travaux sont à l'origine, a permis en novembre 2017 de conforter plusieurs de mes propositions, à savoir découverte d'un volume identique C1 à une vingtaine de mètres au-dessus de la pièce ressuscitée par Bob Breyer, C2 sous l'arête nord-est. Découverte d'une grande cavité ou Big Void au-dessus et dans l'axe de la Grande Galerie qui vient compléter l'idée de l'utilisation de contrepoids pour le hissage des poutres de la structure au-dessus de la chambre du roi. Découverte d'une amorce de couloir partant sous les chevrons au-dessus de l'entrée originelle de la pyramide en face nord et mise en évidence par l'analyse et la reconstitution architecturale 3D d'une pièce de liaison disparue, l'ensemble correspondant à la première partie de l'hypothèse du circuit noble, véritable circuit funéraire annoncé en 2011. En philologie, j'ai peut-être permis de préciser la raison d'être du signe O4. Identifié comme devant être un plan d'édifice, mes travaux pourraient confirmer cette identification
en précisant qu'il s'agirait d'un plan d'édifice avec une rampe intérieure. Et là, je vous invite à penser au temple solaire de New Erere à Bougorab. Du point de vue de la méthodologie, j'ai permis de prendre la mesure de l'introduction des outils de l'industrie à des fins scientifiques. Et enfin, du point de vue épistémologique, mon regard d'architecte a permis de mettre en valeur l'importance de l'archéologie comme discipline dédiée à une démarche de rétro-ingénierie, démarche déjà mise en valeur par la théorie de la médiation, développée au sein du laboratoire d'anthropologie de l'art de Paris 4 Sorbonne. En physique, j'ai ouvert la voie à la mission Scan Pyramide pour l'utilisation de la radiographie par les muons en archéologie, et les travaux qui ont été effectués par les différents laboratoires ont permis d'améliorer l'efficacité des outils. Par exemple, doublement de la durée d'exposition des plaques à muons et grand progrès dans la rapidité de traitement des plaques. Outre la recherche scientifique, mes travaux ont servi de laboratoire de simulation pour les travaux de Dassault Systèmes, permettant l'extension de leurs services autant pour des actions scientifiques que de vulgarisation et même de formation. Scientifique, avec les travaux effectués sur la Grande Pyramide de Khéops, vulgarisation avec les projections d'animation 3D temps réel et relief sur écran de 400 m² à la Géode, qui a rassemblé plus de 32 000 collégiens et près de 12 000 particuliers sur 4 années. Formation à destination des étudiants puisqu'à l'université de Harvard, le programme GISA 3D du docteur Peter Manelian permet aux étudiants en égyptologie de suivre un cours en réalité virtuelle depuis plusieurs années. En conclusion, pour moi, l'archéologie ne doit pas rester une discipline fermée. La liberté de réflexion est fondamentale et par exemple, lorsqu'on est architecte, il n'y a aucune raison de s'interdire d'étudier la construction des pyramides au prétexte que l'on n'est pas égyptologue. Tout simplement parce que les pyramides ont été conçues et construites par des hommes que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'architectes et d'ingénieurs. L'ouverture de l'archéologie au monde extérieur devrait lui permettre d'affronter le futur mieux armé pour comprendre notre passé commun. Je souhaiterais enfin insister sur l'importance de centrer la formation à la recherche archéologique sur l'enseignement de la rétro-ingénierie. Pour comprendre la construction de la pyramide, j'ai fait comme ce qui se fait déjà en préhistoire, reconstruire la chaîne opératoire et donc le chantier de construction. Cela implique d'avoir recours à la modélisation 3D et à la simulation en intégrant les très nombreuses données qui doivent être prises en compte dans l'acte de construire. Pour moi, l'archéologie, c'est cela, penser toutes les étapes de la construction, que ce soit pour une architecture, pour un simple outil. Voilà, merci. Je suis désolé d'avoir lu mon texte, mais moi je suis dans le temps comme ça. Très bien. Si vous voulez parler de pyramide, ça, je peux y aller. Donc maintenant, on va passer la parole à Christophe Gauchon de l'Université de Savoie, qui est professeur en géographie. Il travaille à l'UMR 5204, mais il est aussi le représentant de la Fédération française de spéléologie à la Commission nationale de patrimoine et architecture. Oui, merci beaucoup. Et comme mes prédécesseurs, je remercierai d'abord les organisatrices du colloque d'avoir bien voulu accepter ma proposition de porter ici témoignage donc, sur le point de vue des spéléologues qui, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas des archéologues, mais ont à faire avec le monde de l'archéologie. Je n'appuierai pas mon exposé sur des exemples précis, non pas que je sous-estime la valeur illustrative des exemples, mais il y a des gros mots, quand on les prononce, comme Lascaux, ou Chauvet ou Cussac, ça cristallise beaucoup les passions et ça empêche de voir un petit peu des problématiques générales. Donc je me tiendrai à l'écart d'exemples particuliers. Le spéléologue est un pratiquant du monde souterrain et la Fédération française de spéléologie se définit comme ayant pour but la recherche scientifique, la promotion et l'enseignement de la spéléologie, la protection de la défense du monde souterrain et de son environnement. C'est-à-dire que c'est une activité qui se définit principalement par rapport à le milieu dans lequel elle évolue, hein. Comme c'est souvent le cas des activités physiques de pleine nature, pour reprendre le jargon de Jeunesse et Sport, et donc plus qu'à une activité particulière. Hein, c'est la différence avec le football qui ne se définit pas comme la connaissance et la pratique des terrains rectangulaires de pelouse. Hein, donc nous, on a une multitude de pratiques qui sont l'exploration, qui sont la photographie, qui, dans certains cas, et on retrouve le cadre des chercheurs amateurs, peuvent être aussi l'archéologie, mais qui se définissent principalement par rapport à cet espace de pratique dont nous n'avons pas la maîtrise. D'ailleurs, la plupart du temps, nous ne sommes jamais chez nous. Hein, nous ne sommes jamais propriétaires des espaces que nous pratiquons.
Et donc ça, c'est une approche absolument nécessaire du rapport particulier à cet espace de pratique. On prétend le connaître, on entend le protéger, on le fréquente sans avoir réellement de droit d'usage qui soit établi, à part les schémas départementaux des pratiques de pleine nature. D'où le souci très fort et obligatoire d'un rapport à la loi, parce qu'il y a toujours un propriétaire, il y a toujours d'autres usagers, dont les droits parfois ne sont pas mieux assurés que les nôtres, et il peut y avoir des réglementations spécifiques, en l'occurrence comme celle sur l'archéologie. Alors la Fédération française de spéléologie a pris conscience évidemment de ces questions, s'est dotée en 2002 d'une charte de déontologie, la charte du spéléologue, dont les 2 premiers articles disent texto « J'adopte un comportement responsable, discret et respectueux des propriétaires, des riverains et des autres usagers. » Point 2 « Je respecte toute mesure réglementaire relative aux cavités, à leur accès et au patrimoine, notamment en cas de découverte archéologique. » Donc ce sont les 2 premiers articles de cette charte déontologique. Et parmi ceux qui suivent, on a également une obligation éthique, en quelque sorte, de publier nos résultats, de les livrer à la connaissance et de ne pas que les spéléologues ne les gardent pas pour eux. En même temps, la Fédération française de spéléologie est attachée à un principe qui est très important, qui est le principe de libre accès au monde souterrain, en tout cas aussi libre que possible, parce que forcément on sait aussi qu'il y a des restrictions. C'est un point qui est très sensible et qui passe le plus souvent soit par de la fréquentation libre quand il n'y a pas de propriétaire directement présent, soit par des principes de conventionnement. Donc on est une pratique de pleine nature, mais qui est concernée quand même très directement par ces questions de comportement de façon générale, soit que ce soit sur un point réglementaire, soit que ce soit sur un plan déontologique. Alors je vais aborder 2 aspects très rapidement. La question des autres enjeux patrimoniaux, puisque nous n'avons pas uniquement l'archéologie comme horizon patrimonial en vue, et puis également la question de l'attitude des spéléologues face à des découvertes, en l'occurrence d'ordre archéologique. Il faut bien voir que dans les différents patrimoines, les différentes valeurs que peut receler le monde souterrain, la loi, les lois, je parle du cas français, donnent un statut particulier à tout ce qui touche à l'archéologie, avec une réglementation, un cadre réglementaire et législatif qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus normatif. Mais dans le monde souterrain, nous avons aussi affaire à d'autres types de ressources qui peuvent être des ressources patrimoniales, en particulier les ressources vivantes. Il y a beaucoup de gens qui étudient la biospéléologie, donc toutes sortes d'espèces animales, mais également la sédimentologie, l'étude de ce qu'on appelle les spélothèmes, c'est-à-dire les stalagmites et stalactites, donc toutes sortes d'archives naturelles, qui parfois sont associées à des programmes de recherche archéologique, mais parfois sont des objets d'étude à part entière et sans qu'il y ait de rapport direct avec l'archéologie. On a donc toute une série d'archives. Alors, on pourrait aussi évoquer le cas de la paléontologie animale, qui rentre dans ce cadre-là. Donc, nous avons toute une série d'archives naturelles ou archives historiques et de patrimoine vivant qui se caractérisent toutes par des niveaux en général assez élevés de fragilité, par une légitimité, on va dire, scientifique à la fois à investiguer ces objets et à les protéger, et par un intérêt en termes d'informations qui sont transmises. Et ces statuts sont équivalents, mais peuvent parfois entraîner des conflits de protection, des conflits en termes de gestion, puisque, en particulier entre le patrimoine vivant, la faune, on a en France un mouvement assez puissant de protection de chauves-souris, et la protection des gisements archéologiques, par exemple, les contraintes de gestion ne sont pas les mêmes et peuvent venir en opposition les unes aux autres. On a des cas tout à fait concrets. L'Union internationale de spéléologie, en 2013, s'est dotée d'un code de déontologie, en particulier avec un chapitre entier sur les pratiques scientifiques, et prônant la frugalité dans les prélèvements, de toutes sortes, un principe absolu de non-commercialisation des échantillons qui ont pu être prélevés sous terre, et l'étude la plus exhaustive possible de chaque échantillon pour ne pas entraîner des pratiques de suréchantillonnage. Comme ça a pu exister par exemple pour des stalactites ou des stalagmites. Une bonne stalagmite peut donner 3-5 ans de travail à un labo, alors c'est peut-être pas besoin d'en prélever 50 et puis que ça traîne dans les caves. Donc on a ce souci, vous voyez, qu'il est plus large que simplement la question de l'archéologie, parce que tous ces patrimoines sont associés spatialement, sont emboîtés, sont imbriqués, et quand on parle de protection du monde souterrain, ça peut avoir des
des acceptions très différentes, hein, parce que qu'est-ce qu'on protège dans le monde souterrain? Ça peut être les paysages, ça peut être le fonctionnement hydrologique du massif, ça peut être la cavité elle-même, ça peut être l'ensemble du système karstique, ou ça peut être un élément particulier à quel on accorde une valeur spécifique, comme par exemple les gisements archéologiques. Et il est arrivé, je le dis sans esprit de provocation excessive, mais dans un temps très lointain, très passé, que des recherches archéologiques sous terre dégradent profondément et parfois irrémédiablement des paysages souterrains. Donc l'arbitrage, il avait été fait dans un sens plutôt que dans un autre. Les spéléologues, globalement, ne souhaitent pas être les arbitres des élégances patrimoniales et ne sont pas en position de dire ce qui doit prévaloir, hein, mais simplement de faire sentir cette pluralité des obligations de protection, et l'archéologie étant un élément parmi d'autres, parmi ceux qu'on rencontre sous terre. Le deuxième point concerne l'attitude des spéléologues lorsqu'ils sont mis face à des découvertes archéologiques. Il faut opérer quelques distinctions. Premièrement, selon la région, l'espace de pratique. Il faut bien dire que quand, ça a été surtout mon cas dans ma vie de spéléologue, quand on pratique surtout la spéléologie en haute montagne, dans les Alpes, au-dessus de 1500, au-dessus de 2000 mètres, la présence de vestiges archéologiques, elle est quand même exceptionnelle, rare, voire ça n'arrive jamais. Hein. Quand on pratique la spéléologie dans des bas plateaux d'Ardèche ou du Périgord, on s'attend davantage à trouver des choses. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la sensibilisation des pratiquants n'est pas la même selon l'espace de pratique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder autour de soi, bien sûr, à chaque fois, mais voilà, la probabilité de tomber sur quelque chose n'est quand même pas la même. Et puis, on a une majorité de clubs spéléo en France qui n'ont pas comme objet d'intérêt particulier l'archéologie, et on a quelques clubs qui sont moins nombreux, mais qui peuvent être très actifs, qui associent dans leur dénomination club spéléo-archéo, et qui se donnent comme objectif, c'est souvent des clubs anciens qui datent des années 50, 60, et qui se donnent comme objectif d'associer la pratique de la spéléologie et la recherche amateur. Alors cette recherche peut aboutir sur la découverte de mobilier, de sépultures, d'art pariétal, selon les cas et selon les contextes. En deux mots, comment se fait une découverte en spéléologie, une découverte spéléologique? Alors, il y a plusieurs méthodes. D'une part, la prospection, la découverte de nouvelles cavités, l'escalade, dans des galeries où il y a un départ en hauteur qui peut livrer de nouvelles galeries, le franchissement de siphons pour les plongeurs, de galeries complètement inondées, ou alors la désobstruction de passages qui sont trop étroits et qu'on élargit. Toutes sont susceptibles, d'une façon ou d'une autre, de déboucher sur des découvertes, et y compris des découvertes archéologiques, mais dans des configurations très différentes. Parfois, il s'agit de cavités tout à fait nouvelles qui n'avaient pas été révélées et dans lesquelles une ressource archéologique est découverte, et dans ce cas-là, il n'y a pas eu d'appropriation par l'usage antérieur, donc il est relativement facile, et l'acceptation est relativement simple pour mettre en place des procédures de réglementation et de limitation d'accès. Mais on a aussi des découvertes archéologiques dans des cavités qui sont fréquentées depuis très très longtemps, depuis plusieurs décennies par des spéléologues. À un moment donné, quelqu'un arrive avec un œil nouveau, repère quelque chose qui n'avait pas été repéré, et là, on se rend bien compte que la protection des vestiges est plus compliquée parce que, de fait, il y a eu cette appropriation par l'usage qui a pu exister depuis des décennies. Donc il faut bien prendre en compte la diversité des cas de figure. Et les enjeux peuvent être très différents. La question sur laquelle je conclus simplement, puisque le temps est écoulé, mais il est très important dans tous les cas de figure, c'est un peu le message que la Fédération française de spéléologie essaye de faire passer, de conserver présent à l'esprit la notion de droit moral des inventeurs. Je parle uniquement de droit moral, je ne veux surtout pas m'hasarder sur d'autres terrains, mais qui est très important pour la construction d'une relation de confiance entre tous les intervenants au sein du monde souterrain. C'est un terrain qui est parfois un petit peu miné parce que les enjeux peuvent être importants, mais c'est décisif d'avoir à l'esprit d'associer, de reconnaître le rôle par des spéléologues, de les associer dans la suite du processus de recherche archéologique, et je dirais y compris quand ce sont des spéléologues de base. Vous avez des spéléologues universitaires avec un capital culturel important, vous avez des spéléologues qu'on appelle de terroir, qui n'ont pas forcément l'accès à une culture académique, et dont il est très important qu'ils soient, on va dire, traités aussi bien peut-être que les populations autochtones dont on a parlé tout à l'heure, ce qui n'est pas toujours le cas. Puisque nous sommes dans une salle qui est sous le parrainage d'André Chastel,
la définition qu'André Chassel donnait du patrimoine, qui est bien connue, passait par la notion de sacrifice. Hein. La perte d'un patrimoine constitue un sacrifice, mais sa conservation demande également des sacrifices. Il faut se rendre compte que pour des spéléologues qui sont en exploration, qui ont peut-être consacré 10, 15, 20 séances à la prospection, à la découverte d'une cavité, ça demande une force morale. Je n'ai jamais été dans cette situation, donc je ne parle pas pour moi. Ça demande une force morale assez importante de surseoir ou de renoncer à une exploration parce qu'on a fait une découverte, en l'occurrence archéologique, qui demande déclaration obligatoire et suspension de l'exploration. Et donc, cette relation éthique, elle doit se construire vraiment de façon symétrique. Hein. Je pense que la relation éthique, elle n'a pas de sens si elle n'est pas symétrique. Le spéléologue, globalement, reste une brute, le plus souvent enduite d'argile, hein, mais susceptible d'être éduqué et capable de concevoir de tels sacrifices si, en retour, le comportement éthique de ses interlocuteurs est à la hauteur. Je vous remercie beaucoup.